Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau décor pour le journal de 19h d'Alizé Télévision ce mardi 29 novembre 2016. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Après une mission d'expertise auprès des communes de l'archipel, l'Agence française de développement fait un diagnostic sans concession des difficultés financières qu'elle rencontre. Sans surprise, les dépenses de personnel sont mises à l'index. Accompagnés de musiciens cubains en résidence d'artistes aux abîmes, les élèves de la petite école de Borico ont rendu hommage à Fidel Castro, un moment d'échange et de partage. À travers un concours, les étudiants en doctorat sont appelés à vulgariser leurs travaux scientifiques, des travaux qui ont à voir avec notre quotidien. Le journal Rony Nabal. Les baisses de dotation de l'État, souvent mis en avant par les communes pour expliquer leurs difficultés à investir, ne seraient pas la véritable cause des problèmes financiers des collectivités locales. C'est l'une des conclusions à laquelle seraient arrivés des experts parisiens missionnés par l'Agence française de développement pour tenter de comprendre la particularité de la gestion financière des communes en Outre-mer. Mais les financiers ne se sont pas contentés d'analyser, ils proposent également des solutions et des outils pour permettre de redresser les finances de nos communes. Les détails avec Joël Saint-Silly. Investir, une démarche de plus en plus compliquée pour les communes de Guadeloupe. 2/3 d'entre elles sont en déficit de fonctionnement. Autrement dit, leurs dépenses sont plus importantes que leurs recettes. Nous sommes venus effectivement avec une mission d'experts parisiens pour essayer de comprendre ce phénomène, de trouver les solutions, les marges de manœuvre et voir comment l'AFD pouvait encore mieux aider les communes dans cette situation difficile. Les experts de l'AFD ont dans un premier temps voulu casser les fausses idées, comme la réduction des dotations de l'État pour justifier les difficultés budgétaires des communes. C'est aujourd'hui un sujet en Guadeloupe qui est moins prégnant que par exemple dans les communes de l'Hexagone, puisqu'on a vu qu'en parallèle, l'octroi de mer est venu en quelque sorte compenser ces dernières années cette baisse des dotations. Donc c'est une contrainte de plus, mais je dirais que ça n'est pas la contrainte centrale et ça renforce la nécessité pour que les communes et les maires prennent des décisions fortes, volontaristes sur l'optimisation de leurs recettes propres et sur la maîtrise de leurs dépenses et en premier lieu les dépenses de masse salariale. En préconisant la maîtrise des dépenses liées à la masse salariale, l'AFD a mis le doigt sur un héritage du passé particulièrement tenace en Guadeloupe. Les conclusions des experts sont claires. Les dépenses de personnel sont trop élevées. Elles constituent en moyenne chez nous 70% des dépenses de fonctionnement. Un véritable frein à l'investissement. Dans les plans qui seront mis en œuvre dans les communes, il faut prendre en compte ces aspects-là. Il y a des aspects aussi de déprécarisation et ce genre de choses qui ont pu peser dans l'évolution des dépenses de personnel. Et qui plus est, les communes auront besoin aussi de puiser dans les économies qu'elles feront sur les dépenses de personnel pour pouvoir se renforcer en matière d'encadrement. Donc il y a une problématique qui est forte sur la maîtrise des dépenses de personnel et une prise de conscience qui est aujourd'hui inégale entre les communes sur la difficulté à mettre en œuvre ce genre de plan de restriction ou de maîtrise de la masse salariale. Il faudra supprimer les 40%. Je ne suis pas sûr que ce soit ça le principal sujet. En réalité, c'est plutôt une réflexion à mettre en œuvre au sein des communes sur les remplacements des départs à la retraite ou des départs pour d'autres raisons. On priorise les postes sur là où il y a de vrais besoins et on réfléchit à réduire le périmètre d'intervention ou à externaliser davantage certaines prestations qui sont aujourd'hui assurées en régie par du personnel communal. Une maîtrise de la masse salariale qui devrait avoir pour effet l'amélioration de l'encadrement et des compétences. Embaucher moins, mais embaucher mieux. Privilégier la qualité du personnel au lieu de la quantité. Ça fait partie effectivement des problématiques dans les petites communes et les communes qui sont aujourd'hui en difficulté. C'est d'avoir effectivement un renforcement de ces compétences propres à l'intérieur des communes, puisqu'on voit que lorsque c'est le cas, lorsqu'on a des cadres de bon niveau, que ce soit sur la partie gestion financière ou sur la partie services techniques et pilotage des projets, la donne change complètement. Coordonner, planifier et prioriser, favoriser les investissements générateurs de recettes, développer l'intercommunalité,
Les préconisations de l'AFD à l'adresse des collectivités locales sont nombreuses et elles convergent toutes vers une idée. Les solutions ne viendront plus de l'extérieur. Pour sortir de l'ornière, les communes devront dorénavant faire preuve de compétence et de courage politique. La petite communauté scolaire de Borico aux Abîmes n'est pas restée insensible à la disparition de Fidel Castro. Dans le cadre des activités musicales des élèves de cette école primaire, une matinée d'échange était organisée aujourd'hui avec des musiciens cubains en hommage au chef d'État disparu. Ambiance avec Muriel Barlagne. Samedi 25 novembre 2016, au cœur de l'actualité, toute la presse annonce la mort de Fidel Castro. Une biographie à plusieurs voix en guise d'hommage à Fidel Castro. C'était l'un des temps forts de cette matinée de rencontre entre les élèves de l'école de Borico et des musiciens cubains actuellement en résidence aux Abîmes. Manière pour ces 24 enfants inscrits en classe unique à 5 niveaux d'accueillir ses voisins de la Caraïbe en plein deuil national. Comme il a fait tout pour son pays, là il est mort, donc on va lui rendre hommage. Il a été un grand président, il a protégé son pays, il a fait plein de grandes choses. Issus de conservatoires, ces Cubains sont violonistes, flûtistes, guitaristes, chanteurs et choristes ou encore percussionnistes. C'est l'association Cuba Coopération Guadeloupe créée en mars 2016 qui les a invités. Ils sont arrivés en Guadeloupe fin octobre pour une période de 2 mois. Et même s'ils sont plutôt en marge de la vie politique, ils se sentent concernés par la mort de Fidel Castro. Fidel Castro, il fue un homme très intelligent et en plus, il a fait beaucoup pour Cuba, pour l'éducation, pour la santé, pour l'éducation musicale aussi. Oui. En algún momento me siento beneficiado. Mais de cette manière, je reconnais les bénéfices de l'éducation musicale cubaine gratuite. Et ce sera le que je remercie à Fidel Castro. Il s'agissait aussi pour les élèves de présenter leurs projets, leur classe étant une classe à horaire aménagé musical. L'an dernier, on a mis en place la partie vocale avec les enfants, donc ils connaissent déjà des chants qu'ils ont pu interpréter en polyphonie, c'est-à-dire à plusieurs voix. Mais cette année, on a pu mettre l'accent sur la partie musicale grâce à l'intervention de violoncellistes d'une part et de percussionnistes d'autre part. Un projet où musique et protection de l'environnement se mélangent avec l'intervention de l'association Joie de la Nature. Le principe est simple, faire de la musique durable. Travailler des instruments qui n'impactent pas l'environnement, mais qui la valorisent et qui la prennent en compte. Donc, ils ont réalisé leurs instruments avec de la calebasse. Donc, on connaît les chachas, le bambou, tout ce qui est flûte. Donc, je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps. Et il y a aussi les manques naturels que nous avons. Il y a la voix, il y a les mains, il y a toutes les percussions naturelles qu'on peut faire. Au final, un beau moment de partage et d'échange culturel par-delà la barrière de la langue. Dans un instant, nous irons à la rencontre de doctorants de l'Université des Antilles en pleine expérimentation, mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons notamment en Colombie et au Venezuela. Mais tout de suite, direction la République d'Haïti, dont le nouveau président serait Jovenel Moïse. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Jovenel Moïse, élu président de la République d'Haïti dès le premier tour. L'annonce a été faite par Léopold Berlanger, le président du Conseil électoral provisoire, alors que 3 des 9 membres de l'instance ont refusé de signer la feuille des résultats. Une victoire annoncée alors que les résultats définitifs ne doivent tomber qu'à la fin de l'année. En attendant les recours qui ne manqueront pas, le candidat soutenu par l'ancien président Michel Martelly obtiendrait 56% des voix, soit la majorité absolue. Jovenel Moïse devancerait Jude Célestin, porté par la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, qui serait crédité de 20% des suffrages.
Quant à Maryse Narcisse, qui avait le soutien de la famille Lavalas et de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, elle n'arriverait qu'en 4e position avec 9% seulement des bulletins de vote. 27 candidats étaient en lice pour ce scrutin présidentiel. 76 morts sur 81 personnes à bord, c'est le bilan tragique du crash d'un avion parti de São Paulo au Brésil et qui devait atterrir à Medellín en Colombie après une escale en Bolivie. L'appareil transportait l'équipe brésilienne de football de Chapecoense qui devait affronter mercredi à Medellín l'Atlético Nacional en finale aller de la Coupe sud-américaine. 5 personnes ont survécu à l'accident, 3 joueurs de l'équipe de football et 2 membres d'équipage. Selon les autorités colombiennes, les conditions météorologiques étaient très mauvaises lorsque l'accident s'est produit en milieu de soirée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette nouvelle catastrophe aérienne. 11 militaires vénézuéliens se retrouvent en prison après avoir été arrêtés pour le meurtre d'une douzaine de personnes disparues lors d'une opération menée contre la délinquance. Plusieurs actions de ce genre ont été mises en place depuis juillet 2015 qui ont fait plus de 200 morts pour cette seule année. Les autorités judiciaires du Venezuela se disent préoccupées par l'augmentation du nombre de dénonciations de violations des droits de l'homme au cours de ces actions spéciales menées contre la délinquance et baptisées pompeusement Opération de libération du peuple. Ces opérations se traduisent souvent par des exécutions sommaires, des arrestations arbitraires et des perquisitions illégales sans pour autant entraîner une baisse du niveau de la délinquance. En 2015, le taux d'homicide au Venezuela s'élevait à 58 pour 100 000 habitants. C'est 6 fois plus que la moyenne mondiale. En Guadeloupe, la fête de la science a débuté hier sur le thème Terre, planète vivante, une 25e édition qui sera l'occasion de nombreuses animations jusqu'à samedi un peu partout dans l'archipel et singulièrement dans les établissements scolaires. À partir de jeudi, un village des sciences ouvrira ses portes à la salle des fêtes de la commune de Lamentin. Samedi, les doctorants de l'Université des Antilles participeront à un concours intitulé La science en pointe et qui en est à sa 7e édition. Un exercice de vulgarisation scientifique et de présentation orale de leurs travaux auxquels ces doctorants se préparent actuellement. Muriel Barlagne a rencontré certains d'entre eux. Trouver un sujet qui intéresse un public non averti et en parler de la façon la plus simple possible en l'illustrant d'un diaporama tout aussi attractif, pour ces doctorants, un véritable défi. Au départ, ils sont 9 à avoir tenté de le relever en s'inscrivant au concours La science en pointe. Le 18 novembre dernier, une première sélection a permis de n'en garder que 6 pour la finale. Une manifestation organisée dans le cadre de la Fête de la Science depuis 2009 par l'école doctorale et la ville de Pointe-à-Pitre. L'étudiant qui a gagné donc ce concours, il est invité par des entreprises, si c'est un sujet qui intéresse, donc par les entreprises, ou alors ces sujets sont présentés lors de congrès nationaux, voire même internationaux. Valérie Ratia-Rizoa a 27 ans. Il a intégré le laboratoire de chimie Kovachi M2E de l'Université des Antilles depuis 3 ans. Il y travaille sur la valorisation des résidus agro-industriels comme matériaux dans l'habitat et la construction. Et son diaporama aura pour thème « De la bagasse dans nos murs ?» point d'interrogation. Pour la vulgarisation, déjà on a enlevé une grande majorité des parties qui sont techniques. Ensuite, j'ai pris une partie de mes travaux de recherche qui est vraiment une partie qui est intéressante et que je vois que ça va beaucoup intéresser vu qu'on est en Guadeloupe, on est un pays producteur de canne à sucre et je sais aussi qu'à partir de ces produits qui est la canne à sucre, les cendres de bagasse, on peut faire beaucoup de choses et c'est ça que je vais montrer aux gens qu'on peut faire beaucoup de choses à partir de ces produits. Jennifer Tokny, elle, a 28 ans. C'est au laboratoire biologie de la mangrove qu'elle prépare son doctorat en biogéochimie depuis 2014.
Son sujet pour le concours, la mangrove, une usine de dépollution. Elle tentera d'y expliquer comment la mangrove peut épurer des pollutions au nitrate, substances chimiques que l'on retrouve dans les engrais et les rejets de stations d'épuration. Déjà, dans un premier temps, je suis vraiment pas à l'aise à l'oral. Donc, je me suis inscrite à ce concours pour m'aider à me préparer à la soutenance de thèse et à faire des exercices à l'oral. Et principalement, c'était ça. Après, vulgariser, je me suis dit que ça allait être justement l'occasion de faire comprendre à mes proches ce que je faisais. Et du coup, faire découvrir aussi un aspect, on va dire, de la recherche, même si c'est de la recherche fondamentale, qui peut être de la recherche appliquée et du coup intéresser d'autres personnes. Chaque candidat aura 6 minutes pour commenter son diaporama devant un jury de chercheurs de l'Université des Antilles et de citoyens. La clarté et l'originalité des présentations feront la différence. Pour encore un peu moins d'une semaine, Marie-Josée Limouza expose les œuvres de sa nouvelle collection à la médiathèque de la commune de Lamentin, une exposition intitulée « Résilience » à travers laquelle l'artiste peintre rend hommage aux femmes. La résilience, cette capacité à surmonter les épreuves, à continuer d'avancer malgré les traumatismes et à rebondir au-delà des épreuves. Ce concept est à propos pour décrire l'énergie qui anime certaines femmes antillaises. Reportage Muriel Barley. Les portes d'Ogon, Icônes et soupirs, Marelle colère, 3 séries pour une même exposition, Résilience. Marie-Josée Limouza y montre plusieurs figures de femmes, d'époques différentes, avec un point commun, cette capacité à se remettre des pires souffrances. Icônes et soupirs est une série de portraits qui rend hommage aux esclaves. Je me suis inspirée des icônes russes ou éthiopiennes qui datent, elles, des siècles 8e siècle, 10e siècle, etc., avec des femmes un peu particulières. Ce sont des femmes en majesté, et plus elles ont été torturées et vilipendées, je ne sais pas, plus elles ont souffert durant leur vie, et plus elles sont honorées dans l'au-delà après, disons dans l'après-vie. Alors là, ce sont des icônes. Une icône, c'est ça finalement. C'est une femme que l'on honore parce qu'elle a beaucoup souffert et qu'elle a gagné par cette souffrance la considération et même, disons, la vénération des générations suivantes. Dans les portes d'Ogon, c'est la dimension magico-religieuse des ancêtres qui est mise en avant. Comme des déesses, ces femmes protègent le foyer. Pour les représenter, la plasticienne utilise une répétition de silhouettes dont les postures ne sont pas anodines. Les tableaux deviennent des reliquaires avec les photos de ses parents. Puis l'artiste nous ramène à notre époque avec ses Marelle colère, où elle emploie un autre vocabulaire esthétique, proche du street art. Cette fois, elle interpelle sur la situation des petites filles dans le monde. On les a beaucoup torturées, on les marie à 7 ans, on les envoie travailler, on fait un tas de choses affreuses, elles sont transformées en esclaves sexuels, par Daesh et par d'autres fous de Dieu ou d'autres. Et donc voilà, j'ai voulu faire ce sont des Marelle colère. Je suis en colère contre ça. Après 10 ans d'absence de la scène artistique, Marie-Josée Limouza est restée fidèle à ses techniques, collage et peinture à l'acrylique. Dans Résilience, elle nous amène sur les traces d'une réflexion de plus d'1 an. À voir donc à la médiathèque de la commune de Lamentin. Les habitants de l'Est du Gosier et de Goyave seront privés d'eau ce soir entre 22h et 6h demain matin. Demain soir, ce sont ceux de Saint-François et de la Désirade qui n'auront pas d'eau au robinet, toujours dans le cadre des délestages organisés par le SIAG sur son réseau. Un point sur la météo, les très mauvaises conditions météorologiques d'hier ne sont plus qu'un mauvais souvenir, mais des averses persistent ce soir sur l'ensemble des communes de Guadeloupe, mais sans commune mesure avec hier. Demain, mercredi, le soleil aura également beaucoup de peine à s'imposer, mais nous resterons dans le vert. Le vert, c'est justement la couleur pour ce qui est de la qualité de l'air, puisque Guader nous annonce un indice Atmo de 2 pour
demain. Je vous souhaite de passer une bonne soirée sur Alizé Télévision. Rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.